Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. D'abord, je suis très ému d'être ici, très ému d'être avec ce mouvement québécois, alors ce beau mouvement du Québec français des Laurentides. Monsieur le Président, je vous salue. Monsieur le député de Saint-Jérôme, ça me fait plaisir de vous revoir dans votre domaine, ici même, à côté du cégep, super cégep qui est ici. Et surtout, je vous félicite, le mouvement. C'est un mouvement, j'aime bien le mot mouvement, c'est-à-dire qu'on avance, on est vers l'avenir, on se porte vers ce qui s'en vient, on n'est pas arrêté, on n'est pas sédentaire, on est en marche. J'aime beaucoup qu'il s'appelle un mouvement, et non pas une société, non pas un institut, non, un mouvement. Bravo, très bien. Un mouvement Québec français. Vous avez raison de marquer ce 40e anniversaire. Cette loi, qu'on appelle la loi 101 ou la Charte de la langue française, c'est sans doute la plus grande loi que l'Assemblée nationale a faite au cours du 20e siècle. Il est difficile de trouver une autre loi dont on marque l'anniversaire. On a marqué le 30e anniversaire, on a marqué le 20e anniversaire de la loi 101, maintenant le 40e, sans doute que dans 10 ans, on marquera le 50e anniversaire. C'est une loi historique, c'est une loi très particulière. Même à travers le Canada, il n'y a pas une loi qui ait marqué l'histoire comme cette charte de langue française. Elle a été promulguée, elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 26 août 1977. Elle avait été déposée à l'Assemblée nationale le 27 avril 1977, donc il a fallu 4 mois pour la faire adopter. Et évidemment, elle fut l'œuvre du ministre Camille Lorrain, avec qui j'ai eu le privilège de travailler à cette époque, un grand personnage de l'histoire québécoise, qui lui a pensé cette loi et qui a eu le courage de la défendre devant l'Assemblée nationale, en commission parlementaire et à travers tout le Québec. Cette loi, évidemment, elle n'est pas née comme ça subitement. Elle a une histoire, elle a un contexte. Et je voudrais commencer par vous parler des contextes de cette loi, parce que les contextes aident à comprendre ce qu'a été et ce qu'est encore cette charte. Le premier contexte, évidemment, qui a marqué cette charte, c'est la journée du 15 novembre 1976, c'est-à-dire le jour où le Parti québécois a été élu pour la première fois pour prendre le gouvernement du Québec. Le 15 novembre, c'est une journée extraordinaire. C'est une journée, d'abord, qui est une journée de surprise et une journée de choc. Une journée de surprise, d'abord, parce qu'on ne s'attendait pas à la victoire du Parti québécois. On croyait encore que malgré les sondages qui annonçaient que peut-être le Parti québécois avait des chances, que quand même, à la dernière minute, les Québécois feraient ce qu'ils font toujours, ils iraient voter pour le Parti libéral. Et que le parti de Robert Bourassa serait réélu. Surprise, donc, énorme. J'ai un souvenir personnel que je vais vous raconter. Ce soir-là, le 15 novembre, j'avais été invité par la télévision TVA à commenter l'élection à la télévision. Nous étions 3 commentateurs. Alors, à 7 heures, au moment où les bureaux ferment, hop, on est en onde, et là, on nous demande quelles sont vos prévisions. Alors, il y a une dame qui dit, ben, moi, je suis certain que le Parti libéral va rentrer, peut-être faiblement, mais c'est certain. L'autre dit, ben, vous savez, le Parti de l'Union nationale est toujours vivant, il peut nous faire des surprises. Moi, je dis, écoutez, j'ai suivi les sondages. Peut-être que le Parti québécois serait élu pour diriger un gouvernement minoritaire.
Alors, hop, on arrête, et là, il y a deux techniciens qui viennent à moi, qui me disent, Monsieur Rocher, est-ce qu'on vous a compris? Monsieur Lévesque serait Premier ministre? Je dis, c'est ça que ça voudrait dire. Alors, ils s'en sont allés comme ça. Là. Je me demandais ce qu'ils pensaient. Est-ce qu'ils riaient de moi? Ou s'ils étaient étonnés. Mais c'était l'étonnement. Et l'élection, évidemment, du 15 novembre, c'était un choc. Un choc à travers le Canada, un choc dans le monde même, un choc au Québec. J'ai un gendre qui me racontait que le 16 novembre, le lendemain, il a téléphoné à son père, un ardent fédéraliste, pour lui demander comment papa, tu as dormi cette nuit. Alors le père répond, j'ai dormi comme un bébé. Un bébé, ça dort 1 heure, ça pleure 1 heure, ça dort 1 heure. C'était un choc. Eh bien, c'est dans la lignée de ce choc que la loi a été faite. Pourquoi? Parce que la victoire du Parti québécois s'explique par la langue. Qu'est-ce qui a fait que le Parti québécois est arrivé au pouvoir le 15 novembre? C'est la langue française. C'est les politiques linguistiques. Parce que le deuxième élément du contexte dont il faut parler, ce sont les 10 années qui ont précédé 1977, c'est-à-dire les 10 années de crise linguistique. De 1967 à 1977, le Québec a traversé une grande crise linguistique dont on semble avoir un peu oublié le portrait, mais une crise linguistique qui a fait qu'on a marché dans la rue, on s'est bataillé, on a écrit beaucoup dans les journaux, on était sur les estrades. C'était 10 années très vivantes au Québec et de tensions. Et des familles se sont brisées, des amis se sont séparés. Bon, voilà, c'était une année, 10 années. Et d'où ça venait, cette crise linguistique? Eh bien, ça venait du fait que, au début des années 1960, dans le moment de la Révolution tranquille, un certain nombre de gens commençaient à s'apercevoir d'une chose, c'est que la très grande majorité des immigrants qui étaient arrivés depuis quelques années envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Anglaise catholique ou anglaise protestante, peu importe, ils s'anglicisaient. On se rendait compte que c'était même plus de 80%, peut-être 90% des immigrants qui envoyaient ainsi leurs enfants à l'école anglaise catholique protestante. Alors là, il y a eu une réaction assez vive devant cela, en disant, oh, oh, attention, premièrement, cela veut dire qu'avec le temps, la majorité québécoise est en train de perdre son poids démographique au Québec, dans le Canada aussi, finalement. Et deuxièmement, ce choix des anglophones pour la langue anglaise, c'est un symbole. C'est un symbole de notre minorisation. C'est un symbole du fait que notre culture n'est pas appréciée, que notre langue n'est pas appréciée. C'est surtout un symbole de notre infériorité économique au Québec. Et ça, c'est très grave. C'est vrai que nous étions dans une situation d'infériorité économique et les immigrants nous le disaient de cette manière-là en pleine figure. Il y a eu donc un moment grave, c'est en 1967, où la commission scolaire de Saint-Léonard, de le nord de Montréal, qui à l'époque était une municipalité indépendante, et un conseil avec une commission scolaire indépendante, la commission scolaire de Saint-Léonard a décidé un jour qu'à l'avenir, les enfants, les migrants, allaient tous aller à l'école française. Oh là là! Parce que Saint-Léonard, c'était le lieu où arrivaient les Italiens. Et il y avait à Saint-Léonard des Italiens francophones et des Italiens anglophones, mais les Italiens anglophones étaient en train de gagner du terrain de plus en plus parce que les nouveaux arrivants envoyaient leurs enfants à l'école anglaise. Et voilà que, subitement, la commission scolaire impose l'école française.
Évidemment, ça n'a pas été accepté comme ça à Saint-Léonard par la population italienne, qui s'est révoltée, qui est allée dans la rue, et puis sont arrivés de Montréal des nationalistes qui, eux, défendaient la commission scolaire. Affrontement, c'était le début de la crise linguistique. Cette crise linguistique, elle a commencé comme ça à Saint-Léonard et elle a duré 10 ans. 10 ans, pourquoi? Parce que, le gouvernement ne savait pas quoi faire devant ça. Nous avions à cette époque-là le gouvernement de l'Union nationale. Alors, le gouvernement de l'Union nationale a décidé un jour, ah oui, on va régler le problème, on va régler le problème. On a fait une loi qui s'appelle la loi 63. Et cette loi disait, le Québec est bilingue, donc les anglophones, les nouveaux arrivants peuvent aller à l'école anglaise. C'était ce qu'on appelait le libre choix de l'école. Évidemment, là, ce sont les nationalistes québécois qui sont allés dans la rue, qui ont manifesté à Québec devant le Parlement. Bon. Alors, l'Union nationale a perdu l'élection. Arrive le gouvernement de Robert Bourassa qui lui dit « On va régler ça, oui, on va régler ça ». Et qui fait une loi qui s'appelait la loi 22. Et comment a-t-il réglé le problème? Eh bien, il dit « auront le droit d'aller à l'école anglaise les enfants qui ne parlent pas l'anglais, mais qui sont capables de passer le test linguistique de l'anglais pour prouver qu'ils sont capables d'aller dans une école anglaise. » C'était les fameux tests linguistiques. Cette loi a été faite en 1974. Et alors, ça a été un chaos. Les nouveaux arrivants envoyaient leurs enfants passer l'examen. Ils ne passaient pas. Alors, ils criaient à l'injustice. Il y avait un appel. L'appel, ça ne fonctionnait pas. C'était un bazar épouvantable. Arrive l'élection de 1976. Robert Bourassa annonce une élection. Et là, pendant la campagne électorale, René Lévesque annonce que si nous sommes élus, nous allons abolir les tests linguistiques. Ah bon? Eh bien, c'est là-dessus que le Parti québécois a été élu. Sur la loi, sur la langue française. Sur cette annonce que M. Lévesque avait faite. Une fois élu, le 15 novembre, le M. Lévesque dit « Nous avons fait une promesse, mais je ne sais pas comment la remplir. » Par quoi remplacer les tests linguistiques? Alors, il a dit au docteur Camille Lorrain, qui était ministre d'État au développement culturel, « Docteur Lorrain, vous êtes chargé maintenant de régler ce problème-là. Trouvez-nous une solution pour remplacer les tests linguistiques et puis améliorer la politique linguistique du Québec. » Camille Lorrain était un personnage assez particulier. Il s'est dit, oui, on va faire ça, mais on va faire un peu plus. On va faire pas mal plus. Si bien que c'est ainsi qu'est née la loi 101 de la Charte de langue française. Et comment Camille Lorrain a-t-il abordé la chose? Eh bien, premièrement, il a dit, nous n'allons pas faire une loi seulement pour régler le problème des tests linguistiques. Nous allons élargir le spectre, l'art d'une manière très étendue. Nous allons faire une grande loi linguistique. Il voyait grand, docteur Lorrain. Une grande loi linguistique, c'est-à-dire, nous allons faire une loi qui touche le français au travail, le français dans l'administration, le français un peu partout, partout. On fait une grande loi. C'était pas ce que M. Lévesque attendait. Et il a été un peu surpris de l'étendue de cette loi. Brièvement, Camille Lorrain avait 3 objectifs. Premièrement, c'était évidemment de régler le problème des tests linguistiques. Bon, on a eu alors une trouvaille, laquelle c'est que
Qui avait le droit à l'école anglaise? Eh bien, on s'est dit, ceux qui ont le droit à l'école anglaise, ici au Québec, ce sont les enfants dont les parents ont étudié en anglais au Québec ou au Canada. C'était ça la solution. C'est-à-dire qu'en étant des parents anglophones, des parents qui avaient été dans ces écoles du Québec, anglaises, avaient en quelque sorte des droits acquis. Mais les immigrants n'avaient pas ce droit acquis. Cela permettait de faire la différence entre la minorité anglophone du Québec, qui avait, elle, ce droit acquis, et les arrivants qui ne jouaient bien sûr pas du même. Donc ça réglait le problème. Ça réglait le problème en un sens parce que la communauté anglophone acceptait ça, évidemment. Les autres minorités ont eu de la difficulté à accepter ça, bien sûr. Donc toutes les autres minorités devaient aller en école française. L'école française devenait l'école commune française. C'était l'objectif, donc c'était la première réponse que l'on apportait à M. Lévesque. Deuxième objectif de cette loi 101, c'était de faire que ce soit clair qu'au travail, le français, c'est la langue du travail. Et là, à la différence de la loi 22, la loi 101 imposait la création de programmes de francisation dans les entreprises. La loi 22 avait dit les entreprises, si elles le veulent bien, devraient franciser leur entreprise. Devraient. C'était incitatif. La grande différence entre la loi 22 et la loi 101, c'est que c'était impératif. Les entreprises devaient le faire. Et les entreprises, donc, de 50 employés plus, ou 100 employés plus en particulier. Et nous, alors, elles devaient faire comment, les entreprises? Eh bien, en ayant premièrement un programme de francisation adopté et accrédité par l'Office québécois de la langue française, et en ayant un comité de francisation dans l'entreprise, et avec un programme de francisation, et pour obtenir un certificat de francisation. Donc, c'était beaucoup. Et je me souviens que M. Lévesque, qui avait quand même des doutes sur cette loi 101, disait, en ce qui concerne le droit au travail, ça, je suis entièrement d'accord que ça doit se faire, et les entreprises, les grosses entreprises de Montréal, doivent payer pour le faire, parce qu'il y a un coût économique important. Un grand nombre d'entreprises, pas seulement de Montréal, du Québec, un grand nombre d'entreprises avaient des guides de travail en anglais, avaient des conventions collectives en anglais avec les employés. On parlait anglais à partir du moment où on montait dans certaines parties de la hiérarchie d'une industrie. J'ai bien connu ça. Comme étudiant, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait la Continental Cannes de Ville-Saint-Laurent. Quand on voulait aller au bureau, on commençait à parler anglais. On était en français dans l'usine, mais pas en français, mais on était en anglais. On parlait anglais dans le bureau. Et donc, la loi 101 apportait un immense changement. C'était ce que Camille Lorrain, ce qu'on a mis dans la loi, disait, chaque Québécois a le droit de travailler en français. Troisièmement, l'objectif de Camille Lorrain, c'était de franciser ce qu'il appelait le visage du Québec, c'est-à-dire l'affichage. Parce que, à cette époque-là, y compris dans mon petit village de l'Assomption, y compris à l'Épiphanie, y compris à Sainte-Julienne, autant qu'à Montréal, les affiches étaient en anglais. Drink Coca-Cola, c'était ça qu'on disait au restaurant. C'était l'unilinguisme anglais sur les affiches, sur tout ce qu'on recevait, les boîtes de conserve, les médicaments. Il fallait comprendre l'anglais. Eh bien, c'était ça, comme il l'appelait, le visage du français, le visage du Québec en français, il fallait le changer. C'était les trois objectifs de la loi 101. Et ces trois objectifs, ils étaient d'autant plus importants pour lui que s'ajoutait à cela, pour compléter, la francisation complète de l'administration publique, des tribunaux, de la législation, donc ça allait très loin. Et au départ, le grand principe de la loi 101, c'était que le français était la langue officielle du Québec, et deuxièmement,
que le français était la langue d'usage commun. C'était la langue commune du Québec. Évidemment, cette loi n'est pas passée facilement, il faut le dire. La commission parlementaire a été très agitée. Nous avons reçu quelques 260 mémoires, je pense. En commission parlementaire, nous avons réussi à en entendre 60. Et puis finalement, vers la fin de l'été, le gouvernement, le Parti québécois a dit à l'Assemblée nationale, il faut maintenant passer la loi rapidement. Pourquoi? Parce que M. Lévesque voulait qu'au mois de septembre, les tests linguistiques, ce soit fini. Il disait, il ne faut quand même pas qu'en septembre 1977, il y a encore des tests linguistiques pour un an. Donc, on s'est dépêché. C'est une des explications. C'est un secret. On s'est dépêché parce que c'était un homme qui venait du bureau du premier ministre. On pousse parce que... Donc, c'est pour ça que la loi a été finalement adoptée le 26 août, avant la rentrée scolaire, 10 jours avant la rentrée scolaire. Alors là, c'était la course. On a abandonné rapidement les tests linguistiques et on a adopté immédiatement la loi 101 à l'entrée scolaire en 1977. Ça n'a pas été simple, je peux le dire, mais c'était un grand moment dans l'histoire du Québec. Évidemment, depuis ce temps-là, les choses ont beaucoup changé. Nous sommes passés du 20e siècle au 21e siècle. Et c'est évident, quand on pense à ces deux siècles-là, que ce sont deux siècles qui sont bien différents. Vous, les jeunes, vous allez vivre un siècle très différent de celui que nous avons vécu au 20e siècle. Je suis une personne du 20e siècle, j'ai vécu dans le 20e siècle. Le 21e est différent, déjà différent, Déjà différent, comment? Eh bien, il y a au moins 3 grands changements qui sont en cours déjà et qu'on voit et qu'on peut annuler, qu'on peut tout de suite comprendre. Premièrement, nous vivons un grand changement des technologies, de toutes les technologies, de l'information, des communications et de... Un changement des technologies qui va affecter énormément le monde du travail. On sait vers quoi on s'en va, on ne sait peut-être même pas, mais en 2040, 2050, le monde du travail va être très différent de celui d'aujourd'hui, avec l'automatisation qui se développe, qui est déjà très avancée et qui va aller de plus en plus loin. Donc, il est certain que nos étudiants d'aujourd'hui, ceux qui se font l'avenir, eh bien, ils ont bien besoin de s'instruire. Parce que c'est un monde qui aura besoin d'une main-d'œuvre de plus en plus instruite, capable de s'adapter à ce monde des technologies, capable de les manipuler. Et puis, le monde des transports est en train de changer. Bientôt, nous serons dans des voitures sans chauffeur, dans des camions sans chauffeur, dans des avions peut-être sans pilote. Et puis, le monde des communications va changer. Peut-être la télévision va disparaître, parce que c'est pas sûr que ceux qui grandissent aujourd'hui vont continuer à écouter la télévision, comme nous l'avons fait. Nous avons, nous, grandi avec la télévision, mais c'est en train de disparaître. L'imprimé ne sera plus ce qu'il est. Nous allons vivre dans le monde du numérique de plus en plus. Donc, c'est un monde de très grand changement. Et qui va affecter la langue. Parce que ce monde-là est porté par l'anglais à travers le monde. Ces technologies ont rapetissé la planète en anglais. Si l'on voyage, ce n'est pas nécessaire de parler grec, ce n'est pas nécessaire de parler portugais. Du moment qu'on parle anglais, maintenant, on voyage à travers le monde.
eh bien, c'est un immense changement sur les langues autres que l'anglais, mais pour le français aussi. Et donc, c'est pas étonnant que les jeunes qui vivent dans ce monde-là déjà aient cette idée que, ben, franchement, l'anglais, c'est aussi important que le français. Alors, voilà un peu notre situation. Parce qu'avec les technologies, le deuxième grand changement, c'est évidemment la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est un phénomène complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une mondialisation économique, qui est la principale, au fond. C'est celle qui mène les autres. La mondialisation des grands capitaux et des grandes entreprises. La mondialisation politique, bien sûr, avec les organismes internationaux. La mondialisation culturelle, avec le développement des technologies. Il y a une standardisation de la culture populaire. Autrefois, quand on parlait de culture populaire, c'était la culture du terroir. Aujourd'hui, la culture populaire, c'est celle qui est transportée par les médias, par la radio, par le cinéma, par la chanson, par les réseaux sociaux. Et puis, troisième grand changement, c'est évidemment l'immigration. Déjà, l'immigration était importante en 1960, mais elle est devenue de plus en plus importante en nombre et aussi en diversité. Nous n'avons plus l'immigration que nous avions en 1960. Nous avons une immigration du monde entier maintenant, beaucoup plus diversifiée, et donc un problème de francisation de plus en plus important des immigrants, et non seulement des enfants, mais des adultes, des parents. On le voit souvent à Montréal, des enfants dont les parents ne parlent ni l'anglais ni le français, avec qui les enseignants doivent négocier. Eh bien, ces grands changements font que la loi 101, qui a été pensée dans le 20e siècle, devrait être repensée. C'est évident. Elle devrait être repensée en fonction de ces nouvelles technologies, en fonction de la mondialisation. Et, me semble-t-il, elle devrait être repensée en fonction de la culture québécoise. Parce que la loi 101 a été pensée comme une loi de la langue. Maintenant, il faut penser la politique linguistique comme une politique de la culture de la langue dans la culture. C'est-à-dire, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, comme c'était le cas dans la pensée de la loi 101, mais la langue est un dépôt de la culture, est un mode de conversation de la culture, est un mode de communication sur la culture, sur notre histoire, sur notre patrimoine, sur nos habitudes, sur nos traditions à nous, sur notre manière de vivre. La langue exprime une culture. Et c'est le problème que nous avons dans la francisation des immigrants. Ils se francisent sans nécessairement passer le pas vers la culture québécoise, sans entrer dans la culture québécoise, sans adopter par exemple notre histoire, sans adopter notre manière à nous de voir le Québec. Et il y a donc là un pas à franchir qui, à mon avis, est très important. Il y a quelques années, le gouvernement, après la loi 101, avait créé ce qui s'appelait les COFI. Et les COFI avaient comme mission non seulement d'enseigner le français, mais en même temps d'enseigner le français dans la culture québécoise. On a balayé les COFI. Et là, on dit maintenant, ben, on enseigne le français. Oui, dans les cégeps, dans les écoles secondaires, à différents endroits, mais on n'enseigne pas le français comme les COFI le faisaient, on n'enseigne pas le français nécessairement dans le cadre. Et donc, on a reculé à cet égard, au lieu d'avancer. Eh bien, maintenant, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut avancer dans ce sens-là. Sur qui compter? Ah. Sur le gouvernement du Québec? J'appelle le prochain gouvernement. Pour ma part. Je ne vois pas pour le moment d'élan très grand au gouvernement du Québec pour toucher à la loi 101, certainement pas. Surtout pas dans les mois qui viennent, évidemment. Donc, on espère qu'un autre parti
prendra en main un jour la grande tâche de reprendre la charte de la langue française dans cette perspective. Mais en fait, il faut faire, c'est dans la société civile qu'on appelle, nous, de faire comme vous faites ici. Des mouvements de base. C'est dans la société de base qu'il faut travailler. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la fierté que nous avions en 1977. Elle n'est pas tout à fait là. Nous avons perdu la sensibilité à la langue française. Nous avons perdu la conscience politique qu'il y a eu dans les 15 années qui ont suivi la Charte de la langue française. Nous vivons un peu dans une indifférence en ce qui concerne cette question-là. Et qui peut nous réveiller? Eh bien, c'est vous. C'est le mouvement Québec français, à travers le Québec, dans les Laurentides et ailleurs. C'est dans les syndicats, c'est dans les ordres professionnels. C'est là où, à la base, c'est dans les écoles où vous avez enseigné. Merci, M. Boursier, de ce témoignage. Ce sont les enseignants, le respect de la langue française, qui a besoin qu'on le retrouve. Vous savez, il y a quelques années, c'est-à-dire quand j'étais jeune, donc il y a 90 ans, nous avions des cours de diction à l'école, au primaire et au secondaire. Les cours de diction étaient balayés. Il n'y en a plus. Ça paraît. Ça paraît dans notre langage, ça paraît à la télévision, ça paraît au téléphone, ça paraît à la radio, ça paraît dans nos classes. Je suis allé avant-hier rencontrer un jeune médecin qui remplace mon médecin. Ah ben, elle est gentille, elle est très professionnelle, mais on entend dire cancon. Cancon. Oh, ça fait mal. Non. Quoi? Cancon? Ah ben, cancon quoi? Je termine. Je termine en vous disant que... Là, je vais obligé de sortir mon papier. C'est mon texte. Parce que ce que je veux dire en terminant, c'est que dans l'esprit de Camille Lorrain, la charte de la langue française n'était pas seulement une charte de la langue, elle était une charte du Québec. Elle était une charte de la société québécoise. Et pour lui, c'était très important. Il l'a dit tellement clairement dans un grand discours du 19 juillet 1977 à l'Assemblée nationale, pendant qu'on discutait de la charte de la langue française. Elle n'avait pas encore été adoptée, le 19 juillet 1977. Et là, en présentant en deuxième lecture, M. Lorrain a fait un discours de 25 pages. Ça ne se fait plus aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Il a parlé, je ne sais pas combien de temps, 2 heures, 3 heures. Ce discours, on le trouve dans la biographie de Camille Lorrain qui a été faite par Jean-Claude Picard. Jean-Claude Picard a écrit la biographie de Camille Lorrain et en annexe 2, vous pouvez lire le texte de 25 pages de ce discours. C'est un texte à lire, c'est extraordinaire. C'est là qu'on voit comment Camille Lorrain pensait cette loi. Là, c'est dit très clairement, dans une perspective historique. Parce que, comment Camille Lorrain voyait-il la loi 101 comme un moyen de décolonisation du Québécois dans le français? Lui, il disait, comme psychiatre, j'ai traité beaucoup de Québécois, Canadiens, Français qui sont colonisés. On a tous les traits du colonisé. La peur, la perception que l'anglais donne de nous, notre acceptation de notre infériorité, de notre petit paix. Bref, il dit, et alors, pour lui, la loi 101, il la voyait comme un moyen de thérapie collective, pour nous guérir un peu, et nous donner une autre perception de nous. Donc, c'était un projet politique et pas seulement linguistique, c'était
une manière de dire voici ce que sera le Québec en devenir. Voici le Québec qui s'en vient. Et dans ce discours, il le dit merveilleusement dans le dernier paragraphe que je vous lis en une phrase. Le Québec que cette loi propose et annonce. Voilà comment il voyait la loi 101. Le Québec que cette loi propose et annonce sera un pays français, instruit, moderne, qui prendra sa place à côté des pays de même taille et qui ont déjà fait leur marque sur le plan mondial. Et le Québec sera lui aussi capable d'atteindre à l'universel. Voilà comment il concluait son grand discours à l'Assemblée nationale. Eh bien, pour moi, la Charte de la langue française, c'est ce grand moment. Non pas seulement d'une politique linguistique, mais d'une politique de l'histoire du Québec, d'une politique du Québec en devenir. Et à cet égard, je dirais que la Charte de la langue française demeure inachevée aussi longtemps que le Québec ne sera pas indépendant.